Beaucoup. Maintenant, indépendance et direction. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mettez bien votre micro. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre corps, mal connu et insuffisamment reconnu, alors même qu'il constitue un rouage essentiel de la mise en œuvre des politiques éducatives. Nous souhaitons rappeler que le corps des personnels de direction est constitué des chefs d'établissement, mais aussi des chefs d'établissement adjoints. Un constat qui a déjà été évoqué par nos collègues, c'est la baisse d'attractivité du métier, avec un chiffre qui est très parlant, c'est-à-dire entre 2020 et 2025, moins 1300 candidats inscrits au concours de personnel de direction. Je voudrais aussi, c'est important de le rappeler, que les femmes et les hommes personnels de direction sont animés par des convictions fortes au service de la République, de l'école publique et laïque et de la réussite des élèves. Se présenter au concours de personnel de direction ne relève pas du hasard, mais d'une volonté de s'engager plus, au-delà de la classe, parce que la majorité des candidats sont tout de même issus des corps d'enseignants, de piloter, de convaincre et d'impulser des actions au service de la réussite des élèves. Bien. Donc on a parlé d'une baisse d'attractivité, les chiffres le prouvent, mais aussi un constat plus qualitatif. Ce qui remonte du terrain, c'est l'absence de sens, la perte de sens, le désarroi et la colère. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de difficulté à diriger un établissement scolaire ? Personnel de direction, et à plus forte raison chef d'établissement, de par sa nature, est intrinsèquement un métier exigeant. Or, les personnels exercent désormais leur mission dans des conditions dégradées et qui rendent difficile l'accomplissement de toutes leurs missions. Cette dégradation, elle a été progressive avec une forte accélération ces 10 dernières années. Alors, nous allons limiter notre propos aux causes structurelles. Tout d'abord, la gouvernance, celle des ministères successifs, le millefeuille ou l'inflation des priorités toutes prioritaires, avec des mesures dégainées souvent sous le sceau de l'urgence, suite à des faits divers ou pour répondre à des demandes sociétales, et dont certaines sont plus calées sur le temps politique que sur le temps pédagogique. Mais également parce que l'école est mise en situation de devoir compenser la dégradation et la disparition de services publics, dans le domaine de la santé, de la prévention en particulier, et l'école voit également son champ d'intervention s'élargir inexorablement. Prenons l'exemple du SNU, il se trouve toujours de bonnes raisons pour repousser les limites. Des réformes, des mesures ou dispositifs dont les objectifs sont par définition toujours louables, mais dont l'opérationnalité a été peu pensée ou mal pensée. Un exemple, le parcours Y en lycée professionnel. Une instabilité permanente par un stop and go des dispositifs et donc les objectifs et par voie de conséquence, l'organisation est aussi instable. À ce titre, les multiples modifications du bac et le choc des savoirs en sont des illustrations emblématiques. Aussi une incertitude sur les moyens donnés et repris, annoncés et repris, les HSE, le pass culture ces dernières années. Deuxième grande cause, la dégradation des conditions de travail, directement en lien avec la gouvernance. Alors on va vous épargner une liste à la Prévert, mais peut-être que vous aurez des questions. L'augmentation exponentielle de la charge de travail, avec justement toute la mise en œuvre de ces réformes, des nouvelles missions, l'école inclusive et les remplacements de courte durée. Je cite uniquement cela parce que sinon on va y passer la matinée. Un transfert de charge des services vers les établissements. N'oublions pas d'indiquer que ces mêmes services sont souvent exsangues suite aux réductions d'effectifs. Voilà, on ne va pas là non plus encore rentrer dans le détail. L'inflation évaluative, les évaluations d'établissement, peut-être que nous en parlerons. Voilà, dispositif chronophage à la valeur ajoutée peu démontrée ou non démontrée et qui ont quand même un coût important. On pourrait aussi parler des pressions hiérarchiques. Ensuite, nous avons l'élargissement du périmètre de la responsabilité. Là encore, je vous épargne les PPMS du air, amiante, qualité de l'air, mais peut-être que nous parlerons du plan ministériel de la gestion des vagues de chaleur, élément actuel où là, nous avons beaucoup de choses à dire.
Enfin, il faut parler, et pas enfin, il faut aussi parler, et beaucoup parler, des moyens humains insuffisants. Insuffisants au regard des missions. Et tout particulièrement, le non-remplacement de nos proches collaborateurs. Nous avons fait une enquête l'année dernière, nous pourrons vous l'envoyer si vous le souhaitez après cette table ronde. Et la situation actuelle de beaucoup d'établissements, c'est un fonctionnement dégradé qui devient la norme. D'ailleurs, nous avons lancé une action qui s'appelle « Déclaration du mode dégradé ». Il faut aussi citer les relations complexes avec les collectivités. Je dis complexes, je ne dis pas difficiles. Voilà, j'insiste, complexes. Des relations effectivement qui se tendent avec les usagers et les personnels, mais qui sont la conséquence du problématique de gouvernance. En résumé, un métier devenu difficile parce qu'il coûte beaucoup en énergie, en santé et en engagement personnel pour pouvoir exercer correctement, mais avec des conditions de rémunération et de carrière en total décalage avec le niveau de responsabilité et la charge de travail. Les mesures qui ont été mises en place par le ministère sont absolument insuffisantes. Nous citons une aberration. Nous sommes le seul corps de la fonction publique d'État à être touché par ce qui s'appelle le verrou de l'indice 129. Voilà, peut-être qu'on pourrait y revenir. Je ne vais pas encore là trop détailler, on va quand même parler des perspectives. En rappelant, IDFO est profondément attaché au caractère national de l'éducation. Nous défendons le statut de fonctionnaire d'État avec un recrutement national garant de l'égalité républicaine. Nous sommes opposés à toute territorialisation du pilotage des établissements. Nous appelons à un changement de gouvernance. Il y a des choix budgétaires permettant de répondre aux questions, parce que la question budgétaire, elle est centrale. Il faut sortir d'une logique de pilotage par injonction permanente et d'une contradiction devenue intenable entre ambition politique toujours plus grande et moyens budgétaires toujours plus contraints. On ne peut pas toujours exiger plus des personnels de direction comme de l'école sans donner les moyens nécessaires. Et c'est aujourd'hui le cœur du problème. Je vous remercie. Merci, Madame Anderson. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai un problème avec les micros. Voilà. Merci. Bien, je vais essayer de répondre de manière un petit peu synthétique. En tout cas, le constat qu'on fait, c'est que vous manifestez un vrai intérêt pour le sujet, et c'est pas surprenant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'intéresser à nos métiers, c'est s'intéresser à l'école. Donc, on est bien sur une question systémique. Madame la députée, je crois que c'est vous qui avez demandé si vous aviez une demande à faire. Laquelle serait-elle? Eh bien, elle est très simple. Donnez-nous que la représentation nationale vote le budget suffisant pour que les établissements scolaires et que l'école soient en capacité de remplir ses missions. Vous êtes en phase de préparation du budget. Je crois que finalement, et c'est ce que je vais expliquer dans ma réponse, tout est lié, ou une grande partie est liée à la question du budget. Il y a aussi la question de la gouvernance, mais ça, j'en ai largement parlé. Parce que pour rebondir sur les différentes questions, si nous avons les moyens suffisants, c'est donc que nous avons les personnels suffisants. Et donc, si les équipes de direction sont complètes, c'est-à-dire que le chef d'établissement a un ou des adjoints évidemment dimensionnés à la taille et à la complexité de l'établissement, s'il a le personnel administratif suffisant, s'il a les infirmiers, infirmières, assistants sociaux, les AED en nombre suffisant, la charge administrative, la lourdeur administrative va nécessairement être moins importante. Et j'ajouterais, si les services ont les personnels suffisants. Parce que ce que nous avons dénoncé tout à l'heure, c'est le transfert de charges. Donc, si vous voulez, moi, le constat que je fais, c'est que le problème ne vient pas de l'architecture actuelle de l'éducation nationale. Et c'est là, permettez-moi, que certains d'entre vous font fausse route par rapport à nos positions à nous, c'est-à-dire que ça ne fonctionne insuffisamment, on ne va pas dire que ça ne fonctionne pas, parce que nous faisons en sorte que ça fonctionne, nous et d'autres. Mais ce qu'il faut, c'est donner les moyens.
Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans les établissements? Monsieur le député, vous nous demandiez ce qui fonctionnait. Ce qui fonctionne, malheureusement, c'est parce que nous colmatons les brèches. Voilà, c'est ça le problème. Nous colmatons les brèches. Quelqu'un a employé, un collègue, l'image du bateau qui nous plaît bien. J'aime beaucoup parler avec des images. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est pour changer un petit peu. Mais le bateau coule. Le bateau coule et les chefs d'établissement et les chefs d'établissement adjoints sont là pour colmater les brèches, mais avec un coup sur leur santé. On n'a pas le temps aujourd'hui d'aller au fin fond, mais moi, vraiment, je vous remercie d'être aussi nombreux dans cette table ronde. Et Monsieur le Président, si je peux me permettre, au nom d'Indépendance et Direction, je suggère que nous ayons d'autres temps pour travailler sur ces questions-là, parce que vous voyez, il faut que chacun ait le temps de parler. Je crois que c'est... Voilà, mais j'irai au bout de mon propos, mais je suis bien consciente que nos collègues de l'enseignement privé ont aussi le droit à la parole. Mais je crois que on est vraiment sur une question systémique. Donc les moyens. Les moyens, nous ne demandons pas simplement plus. Nous demandons aussi, il y a des économies à faire, mesdames, messieurs les députés. Et je vais vous parler pour répondre à je crois que ça a été évoqué par vous, monsieur le député, mais également aussi de ce côté-là, la question des évaluations d'établissement. Alors, bien, s'il y a quelque chose sur lequel on peut faire des économies, c'est là-dessus. Et j'en parle très tranquillement, c'est un sujet que nous portons, Indépendance et Direction, que nous avons porté auprès des sénateurs. Nous en avons rencontré un certain nombre. Ça ne sert strictement... on ne va pas dire que ça ne sert à rien. Je ne vais pas être excessive. L'efficacité, la plus-value n'est pas démontrée. Ça coûte extrêmement cher en temps, mais ça coûte aussi en argent, mesdames, messieurs les députés. Pourquoi? Le coût est caché. Parce que toutes ces heures, vous savez, nous, on sait faire un budget. Un budget, vous prenez le coût horaire, vous multipliez. Je vous invite à vous pencher sur le calcul. C'est ce que nous cessons de demander. C'est que le calcul soit fait de combien ça coûte. Le temps utilisé par les cadres, les chefs d'établissement, les adjoints, les secrétaires généraux, les inspecteurs, nos collègues inspecteurs, vous pourrez leur poser la question. Les enseignants, et pour au final, quoi? Rien. Cela a été mis en place, rappelons-le, le comité d'évaluation de l'école, mis en place par la loi 2019, loi de l'école de la confiance, qui visait à améliorer les performances du système scolaire. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc là, nous proposons une marge d'économie en temps et d'économie budgétaire. Si certains d'entre vous souhaitent nous entendre dans un autre temps sur ces questions-là, nous pourrons le développer. La question du budget, mesdames, messieurs les députés, le remplacement, mais c'est le budget. Et les remplacements de longue durée, parce que la réalité du terrain, c'est qu'il n'y a plus d'argent, on a du mal à... Les autorités académiques le disent, il y a une problématique de vivier, mais pourquoi? C'est la question des salaires. Donc, vous pouvez bien poser ces sujets-là de la manière que vous voulez, la question de l'autonomie, mais je vais en parler. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le budget, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je suis étonnée que personne ne nous ait interpellés sur le plan canicule, mais je vais me permettre d'en dire un mot. Parce que là, on est dans l'actualité. Mais là, on a un bel exemple de transfert de la responsabilité du ministre sur les chefs d'établissement. Parce que finalement, ce sont eux, alors c'est appelé ça, déconcentration, ça doit être géré au local, mais nous, ça a été redit par nos collègues ce matin à la visio, nos collègues se retrouvent en établissement, finalement, à devoir faire face à des demandes et qu'on comprend des personnels pour fermer parce que c'est intenable. Et d'un autre côté, des parents d'élèves qui disent « mais vous allez fermer, mais moi, mon enfant, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et le vrai sujet, c'est pourquoi tout cela n'a pas été anticipé et pourquoi les budgets n'ont pas été prévus pour équiper les établissements. Parce que ce n'est pas moi qui vais taper, excusez-moi, de cette familiarité sur les collectivités locales, parce que les dotations des collectivités,
elles viennent bien de l'État. Voilà, parenthèse terminée. Bien, maintenant, quelques mots sur l'autonomie. Vous avez été plusieurs à nous citer l'exemple d'autres pays qui réussissent mieux. Bien, je trouve que pour des raisons X ou Y, je ne vais pas rentrer dedans, j'ai une bonne expérience à l'international. Il ne faudrait pas juste prendre un point et dire, voilà, ce pays réussit mieux parce que les établissements de l'autonomie. Non, je vais vous renvoyer vers un excellent ouvrage qui est sorti il y a maintenant une 10 ou une quinzaine d'années et qui s'appelle « Les sociétés et leur école ». Parce que tout est lié. L'école, elle est dans un système. Et je vous dis bien qu'on est sur des questions systémiques. Alors, sur la question de l'autonomie, nous l'évacuons puisque ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'en fait, donnons les moyens à l'école de fonctionner dans l'organisation actuelle. Parce que vous pourrez mettre de l'autonomie, mais si nous n'avons pas les moyens, si nous n'avons pas plus de personnel, qu'est-ce que ça changera globalement ? Voilà. Ensuite, sur la question de l'autonomie, et c'est un petit peu ce que ma collègue à ma gauche a évoqué, il faudrait se mettre d'accord sur la question du vocabulaire. Tout le monde en parle de l'autonomie. Mais nous, les personnels de direction, ce que nous voulons, c'est de l'autonomie de cadre. Nous sommes des cadres éducatifs. Chacun sait ce qu'est un cadre. Un cadre, il utilise son imagination, on va dire, sa connaissance, sa réflexion, etc., pour trouver les meilleurs moyens de fonctionnement. C'est ça que nous revendiquons. Mais nous n'en avons plus. Et plus on nous parle d'autonomie, plus nos autorités ministérielles nous parlent d'autonomie, moins on en a. Parce que plus on a d'injonctions, parce que vous pensez bien qu'avec toutes les réformes, tout le stop and go, nous n'avons plus aucune marge d'autonomie. Voilà la vraie autonomie que nous revendiquons. Bien. Donc la question, un mot sur la question, vous avez parlé, monsieur le député, du bac dit Blanquer. Il faut évaluer. Où sont les évaluations? Alors, on évalue les établissements, on pointe les établissements, d'accord? Mais quand est-ce que les politiques éducatives sont évaluées? Jamais. Nous, ça fait des années que nous réclamons une évaluation du bac, de la réforme du bac de 2018. Nous n'en voyons jamais venir les résultats. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faudrait remettre alors, je ne vais pas dire une bêtise, mais il faudrait bien regarder au bon endroit et pas se focaliser sur des sujets qui sont annexes. Alors, je n'ai pas répondu à tout précisément. Je regarde. On est vraiment désolé parce que vous avez tous posé des questions extrêmement importantes sur l'IA. Alors, attention, l'État plateforme, ça fait souffrir beaucoup de gens. D'abord, nos parents d'élèves. Parce que si on a dit les uns et les autres que ça se tendait avec les usagers, vous savez, on travaille d'abord avec de l'humain, ça a été dit par ma collègue à gauche. Bien, quand les gens, ils n'ont affaire qu'à des plateformes, ils sont contents de trouver quelqu'un à l'école, une vraie personne, et c'est sur nous qui viennent diverser leur colère. Alors on sait faire, hein, on les laisse parler, puis après on travaille. Donc l'IA, les projets qui consisteraient à remplacer les postes administratifs par de l'IA, nous y sommes absolument opposés. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais je vous invite à nous convier, peut-être en échange plus en bilatéral, parce que voilà, je ne vais absolument pas frustrer mes collègues. Voilà, c'est assez délicat. Voilà, merci en tout cas de votre écoute.